En France, en gros, l'éducation financière est plutôt faible parce que papa, entre guillemets, l'État, est là, en fait, et s'occupe de vos retraites, s'occupe, etc. Tu les mets sur le Dow Jones ou sur le S&P en juste un ETF en étant hyper passif de ouf. Tu fais backtest, c'est 9% par an lycée sur 30 ans. Parce que c'est vrai, quand on a envie de travailler sur les marchés financiers, de faire du trading, que ce soit du court terme ou du long terme, il faut avoir l'expérience de plusieurs personnes. Une seule personne ne suffit pas. Moi, j'ai créé Vidéo Bourse en 2007, à une époque où c'était les débuts de la vidéo sur YouTube. Là, c'est surtout ces dernières années, surtout depuis 2020, il y a une explosion du contenu de manière générale, et donc en matière de finances de marché, qui est incommensurable. Énormément de perdants à court terme et très peu de gagnants, et ceux que je connais qui sont gagnants vraiment dans la durée diversifient beaucoup au fil du temps leurs investissements ou leurs sources de revenus, ou font du business à côté. Les gens doivent être au courant, c'est vraiment sur le très long terme. Parce que si tu investis tes 500 € par mois, par exemple, mais qu'au bout de 5 ans, tu dis tiens, je vais retirer ma thune, tu peux peut-être avoir perdu de l'argent. C'est l'approche la plus difficile, c'est souvent celle qui fait le plus rêver, mais où il y a aussi le plus de déconvenus. Donc moi, j'ai rencontré des personnes qui ont réussi à faire des grandes choses à partir de ce type d'approche, mais qui sont dans l'ensemble, au bout de quelques années, soit rincés, soit... Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Insiders. Aujourd'hui, on a le plaisir, l'honneur, l'amitié de recevoir Fabien Labrousse. Et on va vous parler un petit peu de lui, de plusieurs éléments, puisque c'est un garçon qui est sur les marchés depuis longtemps et surtout, de par son média qui a vu énormément de choses différentes, énormément de produits, énormément de formateurs, énormément de traders, énormément de gestionnaires, etc. Donc on va décortiquer un petit peu tout ça avec lui. Et puis je suis très content de faire cette émission avec Bass, avec moi. Avec grand plaisir. Et bonjour Fabien, c'est la première fois que je te rencontre, donc ça me fait plaisir aussi. Pareil. C'est un honneur. C'est the place to be, là, puisque juste avant que j'arrive, j'ai croisé Karen Arababian. Donc là, c'est... Ça y est, c'est chaud, le podcast des Insiders. Ouais, on est content parce qu'il y a pas mal de gens qui répondent positivement. Et c'est vrai que, d'ailleurs, on passe un petit message. Et n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes, parce que plus on a d'abonnés, plus les gens sont intéressés pour venir nous voir et du coup parler. Mais c'est vrai qu'on avait essayé de faire une chaîne avec Bass, parce qu'à la base, on l'avait créé avec Bass. Ouais. Et c'est pour ça qu'on aime bien questionner les gens, parce qu'il y a beaucoup de... questions. De questions, puis de curiosité. Ouais. Et l'idée, c'était de montrer un peu toutes les différentes façons pas que de faire du trading, mais faire aussi de la gestion, qu'est-ce que c'est que le marché financier, comment ça fonctionne, etc. Donc, on a essayé d'inviter un peu de tout, particuliers, professionnels, etc. Mais c'est vrai que ça prend un bon essor, effectivement. Donc, on est très content. On va continuer, du coup. Donc, ça, c'est sympa. Du coup, Fabien, moi je te propose il y a beaucoup de gens qui te connaissent, je te propose de te représenter rapidement avant de parler d'un des éléments qui m'intéresse beaucoup chez toi. Justement, ça fera une bonne transition de nous parler de la structure, parce que justement ça correspond à beaucoup de façons de trader différentes, de gestionnaires différents, de choses comme ça. Donc raconte-nous un petit peu comment tu as créé, qui tu es, si ça te va, et après ça on enchaînera sur la suite. Merci Nicolas. Effectivement, ceux qui souhaitent découvrir mon parcours en détail peuvent se référer au premier podcast qu'on a enregistré il y a un an et demi, à l'occasion de la sortie du livre Marché en aparté, où là je parlais plus de mon expérience à titre perso, ma relation au marché, mon trading, les investissements au fil du temps. Et pour différencier, peut-être qu'aujourd'hui ça peut être sympa de plus centrer sur la structure, également sur Vidéo Bourse et les invités qu'on reçoit au fil de l'année. Ouais, parce que Fabien, il est trader aussi, donc il trade pour son compte propre. Donc c'est vrai que la première fois, on avait fait trading, compte propre, produit que tu avais traité toi, mais il y a une énorme partie de ton travail sur Vidéo Bourse qui est que tu as une culture magnifique que beaucoup de gens aimeraient connaître, parce que tu as vu, t'as vu toute la place parisienne et même étrangère, parce que tu as visité pas mal d'autres personnes. Et tu as vu des produits différents, etc. Et je pense que c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. C'est gentil d'avoir ce retour. Et moi, j'ai créé Vidéo Bourse en 2007, à une époque où c'était les débuts de la vidéo sur YouTube. Là, c'est surtout ces dernières années, surtout depuis 2020, il y a une explosion du contenu de manière générale, et donc en matière de finances de marché, qui est incommensurable. Aujourd'hui, moi, je suis très consommateur aussi de livres audio, de vidéos. Et on a vraiment de la très grande qualité, pour peu qu'on prenne
la peine de bien s'orienter. On a vraiment accès à de l'information qui était difficilement accessible, hormis au travers des livres, il y a encore 5-10 ans. Donc, moi, j'apporte ma pierre à l'édifice. Je progresse en même temps que je crée Vidéobourse. Vidéobourse, c'est une entreprise aussi. Donc, il faut toujours trouver une cohérence économique et une certaine rentabilité. Et ça, c'est une aventure en soi. Tu dis, je suis trader, j'ai fait pas mal de trading. Et au départ, j'étais vraiment passionné par le trading. Là, je suis beaucoup moins actif. Je suis plus investi, mais de manière assez long terme. Donc, rien d'exceptionnel. Mais qu'on soit actif sur les marchés au quotidien ou avec une vision plus long terme, en fait, j'ai l'impression qu'on ne peut pas se passer d'une solide culture financière pour avoir du succès dans ses affaires au sens large et dans ses investissements en tout cas. Donc ça, c'est un peu le fil rouge de Vidéobourse qui permet de documenter au début ma progression au travers de mes rencontres, etc. Et maintenant, je me positionne vraiment comme un média. Et ces dernières années, et on y est aujourd'hui, il y a eu un gros boom des podcasts qui est un format qui permet de prendre le temps et de bien développer. Donc ça aussi, ça permet de rentrer dans le détail de certains métiers qu'on n'avait pas forcément avant, puisque tout le monde n'est pas forcément à l'aise de parler et de prendre le temps d'expliquer. Mais finalement, si on va être pointu sur un thème, il faut entendre des experts, des gens qui ont des choses à dire, qui ne sont pas forcément des personnalités, des communicants. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, aller chercher et avoir un peu plus. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, donc tu as créé quelque chose qui s'appelle la structure. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Parce que mon camarade à côté, lui, ne connaissait pas. Ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Et pourtant, c'est vraiment très, très bien. Et d'ailleurs, tu nous diras aussi où on peut la retrouver. Dans la description de la vidéo, nous, on vous mettra un lien vers la structure, dans tous les cas. Comme ça, vous pourrez regarder. Parce que ça peut fonctionner sous forme d'abonnement. Et, et vraiment, franchement, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, la structure, j'avais lancé en début d'année dernière. Nous, nos locaux, c'est dans la Grande Arche que tu connais bien. Et du coup, l'idée, c'était, au-delà du côté média et de la vidéo, de créer des événements présentiels pour profiter de ce lieu central. Et du coup, avec Vidéobourse, qui est un média assez communautaire. Historiquement, il y avait un forum. Désormais, c'est plutôt sur le Discord. Mais il y a une vraie proximité et une relation de confiance qui s'est créée au fil des ans avec la communauté. De faire venir régulièrement des intervenants que les auditeurs souhaitent voir, souhaitent rencontrer. Et du coup, on a réalisé une dizaine de sessions depuis le début de l'année dernière avec des intervenants différents, chacun avec sa spécialité. Les participants peuvent venir en présentiel ou en ligne. Donc, c'est un événement payant qui coûte 150 € à chaque participant. En général, c'est des sessions de 3 heures l'après-midi, 3 à 4 heures. Et donc, on a traité des sujets avec des intervenants qui vont être spécialisés sur différentes thématiques. Valorisation d'entreprise, options, scalping sur Futur, par exemple, trading d'actions, et après rentrer dans le détail aussi, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes réflexes ou les mêmes types de comportements si on s'intéresse aux actions de grosses entreprises que si on s'intéresse aux small caps. Ouais, donc, tous ces sujets, ça nécessite de recevoir un expert, de prendre le temps de l'écouter, idéalement de venir en présentiel pour aussi créer du relationnel. Et là, au total, on a reçu un peu plus d'une centaine de participants. Oui. C'est ça le concept. Alors, tu parlais d'abonnement. Ça, c'est au début ce que j'avais lancé au départ de la structure. D'accord. Ça a moyennement pris d'un point de vue commercial. Les gens sont plus intéressés, donc je m'adapte au marché et aux utilisateurs. Ouais. Les gens consomment une session, quoi. Ils s'inscrivent pour une session. Ils viennent pour un sujet en particulier. Ouais, il y a moins eu d'intérêt pour vraiment l'abonnement sur l'année complète. Voilà. Et cette session, c'est que en présentiel ou on peut aussi la faire online? En ligne également, ouais. Ah ouais, d'accord. On a pas mal de participants en ligne. D'ailleurs, je salue et remercie Macram pour son intérêt pour la structure, qui a participé à pas mal de sessions. Alors Macram, par exemple, il est intéressé par les options. Oui. Et souvent, quand on a des sessions avec des experts options, Macram s'inscrit et participe. Alors lui, en ligne, j'aurais bien aimé le rencontrer, mais du coup, il n'est pas là visiblement aujourd'hui. Il est mis dans le centre de la France, ouais. Donc il se déplace pas toujours, mais je le salue en tout cas. C'est sympa, on lui passera. Macram, c'est un des membres de Trading Institute, et c'est vrai que c'est un garçon qui est toujours très curieux à chercher des nouvelles choses, et quand il va apprendre un secteur, il va aller voir plein de spécialistes du même secteur pour vraiment avoir l'ensemble de cette culture. Et je trouve que ça se ressemble avec ce que tu fais, parce que c'est vrai, quand on a envie de travailler sur les marchés financiers, de faire du trading, que ce soit du court terme ou du long terme, il faut avoir l'expérience de plusieurs personnes. Une seule personne ne suffit pas.
Donc, je trouve que c'est vraiment sympa ce que tu as créé. Donc, c'est en ligne ou sur place. Tu proposes un programme. Donc, ce programme, on le retrouve quoi, sur le site? Voilà, c'est ça. À chaque fois qu'on va créer une session, on définit une date. À partir du moment où la date est bloquée avec l'intervenant, on en fait un maximum de promotion. Donc, si vous suivez Vidéo Bourse, quel que soit le média, le réseau social. Il y a une newsletter, un truc, on peut s'abonner. Il y a la newsletter, bien sûr, le mailing. Alors, si vous vous inscrire au mailing de Vidéo Bourse, c'est via le forum de Vidéo Bourse. Si vous êtes inscrit, tout de suite, vous êtes ajouté à la mailing list et vous recevrez toutes les informations sur les sessions à venir. Et peut-être qu'on en fera une ensemble à la rentrée, avec Nicolas. Ce serait intéressant, puisque vous vous spécialisez vraiment sur le scalping sur Futur, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, ouais. Sur Futur, S&P, Nasdaq et Gold, on fait aussi. Donc, c'est plutôt intéressant de voir ça. Ouais, carrément. Donc, moi, ce qui m'intéressait dans la structure, c'est de prendre un petit peu de tout ce que tu as appris pour le donner un petit peu aux personnes qui vont nous écouter. Donc, tu as fait un petit peu tous les produits. Donc, tu as fait quoi? Une dizaine, 10-12, puisque tu as eu une année déjà? Alors, donc, c'est une fois par mois, en fait. Je vais te répondre au final, mais juste prendre un chemin un tout petit peu détourné. Moi, j'ai fait du trading actif de 2007 jusqu'à 2021-2022. Oui. J'ai testé beaucoup de choses différentes. J'ai beaucoup évolué aussi. Au début, j'étais vraiment dans un trading actif. À l'époque, je faisais des lives, mais c'était vraiment ultra tôt, en fait. C'était pas les plateformes optimisées. C'était dur de diffuser des lives. Objectivement, c'était pas forcément... En fait, c'était des lives intéressants. On recevait du monde. Il y avait déjà cet esprit quand même de... Après, le trading actif, en fait, c'est très difficile. Donc, en fait, les stratégies qui étaient mises en place étaient plutôt simples, voire simplistes. Mais c'est des choses qui ont été mises en place. Donc, au début, plutôt avec du trading purement directionnel, plutôt intraday. Et c'était très prenant, très intense, avec des performances parfois qui explosaient et puis des moins bons moments. Et les performances qui explosaient, tu pouvais faire quoi Alors, à l'époque, je ne tradais pas avec des montants énormes, mais j'avais des comptes qui allaient de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'euros. Et en quelques mois, tu pouvais, si tu prends du risque et que ça fonctionne bien, avoir un multiple de performance. Donc, mais il n'y a pas de secret. Après, avec le levier, si tu surperformes trop, à un moment donné, tu vas avoir un retour de bâton. Donc, tu peux démultiplier le capital pendant un temps. Après, tu reviens. Et souvent, la finalité, moi, en tout cas, c'était ma conclusion à titre personnel. Au bout d'un moment, tu te rends compte que tu te prends... En fait, la force vraiment de l'investissement en bourse sur le temps long, et tout le montre, et voilà, les grands penseurs, les grands théoriciens, mais aussi les grands praticiens, et cette grande mode là du DCA sur ETF va vraiment dans ce sens, c'est les intérêts composés. Et pour capitaliser sur tes investissements en bourse, en fait, le trading est souvent pas la bonne voie, parce que là, tu vas être vraiment dans le court terme, dans le fait de faire de l'argent avec une vision cash de l'argent, quoi, pas placé avec une logique de capitalisation dans la durée. Tu vas plutôt être dans le court terme, et je pense pas que ce soit la bonne voie. Donc ça a été quelque chose que j'ai fait. J'ai pas de regrets parce que ça a été quand même des belles années. Puis j'étais plus jeune, donc j'avais. Mais en fait, le temps c'est important, et le plus tôt tu te mets dans la bonne logique de la finance de marché, et a priori qui est plutôt tournée vers le long terme, etc., le mieux c'est. Voilà, moi j'ai fait beaucoup de trading à court terme, et à la fin j'ai commencé donc plutôt par Forex CFD, ensuite Futur et Options, et là c'était hyper intéressant, hyper dynamique, avec parfois des choses assez exceptionnelles. Et là maintenant je suis plus sur une vision calme, long terme et sans effet de levier. C'est complémentaire, enfin, c'est aussi complémentaire selon toi, non? On peut pas faire les deux? Voilà, enfin, tu vois, d'être sur du court terme, par exemple, pour, on va dire, entre guillemets, comme un épicier, où tous les jours tu vas pouvoir trader et gagner un peu d'argent, et placer aussi une partie de cet argent sur du long terme. Moi, j'aurais pas la prétention de dire ce qu'il faut faire. Je suis pas le meilleur exemple. Moi, j'ai eu cette expérience. Ouais. Et après, il y a autant de parcours, mais il y a des choses à faire à court terme, bien sûr. Après, c'est quand même hyper difficile. Bien sûr. Et sur le temps long, en fait, tu as énormément de perdants à court terme et très peu de gagnants. Et ceux que je connais qui sont gagnants vraiment dans la durée diversifient beaucoup au fil du temps leurs investissements ou leurs sources de revenus, ou font du business à côté. Et c'est quand même ça la recommandation. Donc, ça, c'est pour dire sur mon parcours perso. Et ensuite, pour répondre à Nicolas, le fait de recevoir ces différents professionnels au profil divers, les grandes
la question, c'était quelles sont les grandes stratégies ? Ouais, alors qu'est-ce que tu as vu de stratégies qui t'ont éventuellement marqué ? Est-ce que les stratégies et les intervenants que tu as vus auraient pu, puisque maintenant c'était beaucoup de traders actifs, est-ce que ça aurait pu, par exemple, t'influencer pour passer sur quelque chose d'autre ou compléter un petit peu ce que tu connais déjà comme connaissance pour rajouter des morceaux à ta stratégie pour lui donner plus de performance ou moins de risques ? Parce que il n'y a pas que la performance, tu l'as dit très clairement, plus on prend de risques, plus on a de performance, mais plus on a de risques, plus on a aussi un retour de bâton qui peut être assez sévère. Et donc, est-ce que, par exemple, quand tu as vu les options, ça t'a pas tenté, parce que j'en ai un qui chez nous, qui s'appelle Alexandre, qui traite un peu aussi comme Jean-Louis, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le put synthétique. Donc, je vais prendre des futurs, mais je vais me couvrir sur les options. Comme ça, je vais couvrir mon risque. Donc, cette couverture de risque, en regardant la structure, par exemple, si je fais du trading comme nous on fait au carnet, mais qu'à un moment, on se dit, tiens, on va peut-être se couvrir quand même parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Comme on regarde les marchés en permanence, eh bien, on a des opportunités sur plein d'horizons de temps différents. Donc, est-ce que ce que tu as appris ou ce que tu as vu, ce que tu as partagé avec ces intervenants, ça change ta vision, ta façon de voir les choses, ou ça t'apporte un complément dont tu peux te servir ? Alors oui, à chaque fois que je participe et que j'organise ces sessions, j'apprends. La finance de marché, c'est très vaste. Qu'on le veuille ou non, on est tous concernés par les placements financiers. En France, la plus grosse enveloppe, c'est l'assurance vie avec plus de 2000 milliards, si je ne dis pas de bêtises, placés. Le PEA, c'est 100 milliards. Et après, les gens qui prennent davantage en main, c'est finalement une part assez faible sur l'ensemble de la population. Et ceci dit, même les gens qui font de l'investissement beaucoup plus détaché, type assurance vie, ont tout intérêt à se forger et à développer une culture financière pour correctement estimer les choses. Au final, on parle des mêmes sous-jacents. Donc, les choses qui m'ont... Voilà, pour répondre simplement, chaque fois que je reçois ou que je participe, j'apprends. Et je pense qu'il faut être assez humble et tout le temps avoir envie d'apprendre. Warren Buffett lisait, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas parce qu'il a pris sa retraite, 500 pages par jour. Ouais. Donc c'est un énorme lecteur en fait. Alors il lit des bouquins, mais il lisait aussi des comptes de résultats, enfin des tas d'informations financières sur les boîtes. Du coup, la réponse simple, c'est à mon avis en finance de marché, on aura toujours quelque chose à apprendre, des subtilités. En plus, c'est un environnement très dynamique. Des nouveautés arrivent et pour... beaucoup de changements. Ouais, beaucoup de changements. À la fois, en fait, il y a des grands principes en finance, au sens large, finance d'entreprise ou finance de marché, qui sont intangibles. Tu as parlé tout à l'heure du risque-rendement. Il y aura toujours cette notion, c'est la base. Bien sûr. Les notions de taux d'intérêt, la valeur temps de l'argent, tout ça, c'est vraiment des choses... C'est le b.a.-ba, et déjà, il faut prendre le temps de bien tout comprendre, ce qui n'a pas forcément été mon cas, donc j'imagine que je ne suis pas le seul. Et pourtant, j'ai fait un bac économique et social, et après le début des études en administration économique et sociale. Mais en fait, j'ai commencé à investir et à trader avec des grosses lacunes, objectivement, en matière de concepts financiers basiques. Donc, faire les choses dans l'ordre, être humble, être ouvert d'esprit. Et pour enfin quand même répondre à ta question, qu'est-ce que j'ai appris dernièrement de ces 10 sessions ? J'ai progressé, en tout cas. Des fois, bien sûr, on ne réinvente pas la roue tous les 4 matins. Donc, les grandes stratégies, je les connais. Les différents types de produits, je les connais. Donc, pour quelqu'un qui ne les connaît pas, s'il participe à ces sessions, il apprendra énormément avec des professionnels chevronnés. Pour quelqu'un qui s'y connaît déjà, je veux dire, nous, aux différentes sessions de la structure, on a eu des personnes qui sont actuellement en salle de marché ou qui travaillent chez des opérateurs et qui viennent. Alors, eux, ils ont déjà une très grande culture, mais il faut dire aussi que chacun est un peu spécialisé. Et donc, même ces gens-là qui ont d'excellentes formations et qui travaillent actuellement en finance de marché, en front office, ont toujours à apprendre aussi d'autres personnes. Donc, là-dessus, si je parle des choses pratiques, donc, scalping sur futur. Le scalping sur futur, c'est l'approche la plus agressive, la plus difficile sans doute de l'investissement en bourse. Donc, il faut tout optimiser pour, à la fin de l'année, avoir un résultat satisfaisant. Donc, si on franchit les étapes, à un moment donné, il faut
devenir membre de la bourse qu'on cible, membre du CME par exemple, ou membre de l'Eurex, pour encore diminuer ses frais de transaction, parce que ça représente des parts significatives. Il faut aussi très bien s'équiper en termes de qualité de flux d'informations pour avoir les news qui tombent le plus rapidement possible. Donc, c'est l'approche la plus difficile, c'est souvent celle qui fait le plus rêver, mais où il y a aussi le plus de déconvenus. Donc, moi, j'ai rencontré des personnes qui ont réussi à faire des grandes choses à partir de ce type d'approche, mais qui sont dans l'ensemble, au bout de quelques années, soit rincés, soit qui diversifient, qui aussi disent, voilà, ce qu'on a appliqué par le passé, ça marchait, mais ça marche plus aujourd'hui, parce que on est dans un monde de plus en plus technologique, algorithmique, et donc l'humain a de plus en plus de mal à se faire sa place, et des stratégies de market making, par exemple, à certains moments de la journée qui pouvaient marcher il y a quelques années sur des grands marchés, des grands des sous-jacents qui génèrent beaucoup d'intérêt, beaucoup de volume, type l'ES, le futur S&P 500 ou le futur Nasdaq, des choses comme ça. C'est plus difficile aujourd'hui parce que tout le monde cherche la rentabilité. À un moment, tu es en concurrence avec des boîtes qui mettent en place des stratégies algorithmiques avec des moyens beaucoup plus conséquents. Donc, il faut aller monter ces stratégies sur des futurs ou des actifs plus exotiques, où il y a moins de concurrence, ou essayer de tirer son épingle du jeu en appliquant des stratégies que tu peux faire uniquement avec quelques lots, et donc les gros vont pas prendre la peine forcément d'exploiter ces... Mais voilà, quand tu cherches à monter des stratégies de trading à court terme, tu essayes d'exploiter des anomalies, des inefficiences du marché, sauf que ça, à un moment donné, t'es pas le seul à l'avoir repéré, donc si ça devient évident, d'autres l'exploitent, et l'exploitent souvent mieux qu'un particulier, quoi. Le particulier a quand même des moyens limités. Donc ça, c'est ce que je peux dire par rapport, Par rapport aux options, la logique optionnelle, elle apporte vraiment un plus. Après, moi, j'ai découvert assez tard, j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux options à partir de 2017-2018. Je me souviens quand, dans la première interview, on avait parlé des 0 DTE, donc les 0 Day to Expire, qui sont des options là, ça se développe sans échéance, très courte, puisque c'est jusqu'à la semaine, sur le S&P 500, principalement. Et ça, tu avais beaucoup pratiqué, tu avais fait des performances, il y a des jours magnifiques. Les options, c'est ça. Hein. Ouais, c'est des marchés où tu as tout de suite du risque, en fait, de la performance, quoi. Ce matin, j'avais une vidéo avec Paul Marcel et Romain Daubry. Ouais. Et Romain disait que sur les options 0 DTE sur indice américain, maintenant, 50% du volume est fait par les particuliers. Ah oui. Donc, quelle conclusion en tirer ? Il faut voir. En fait, les options, c'est vraiment un double tranchant. Il faut voir comment c'est utilisé. Et de manière générale, en finance de marché, en trading, les particuliers sortent rarement gagnants à la fin du jeu. Donc, on va voir. Mais c'est sûr que le truc avec les... Et moi, j'en fais plus du tout d'options 0 DTE. Parce qu'en fait, tu as accès à un tel levier potentiel qu'à un moment donné, tu peux vraiment perdre tes repères. Je crois que j'en ai pas mal parlé lors du premier podcast. Si c'est bien géré, ça peut être intéressant, mais il faut une gestion très dynamique. Et à la limite, si on veut monter des stratégies options, c'est peut-être plus sympa et plus terre-à-terre de le faire avec des échéances à quelques semaines où on a le temps de réajuster et de faire de la couverture sans être comme un fou sur ces graphes. Après, ça dépend aussi de l'âge qu'on a, de ce qu'on veut faire, de sa situation personnelle. Un jeune qui serait tout seul aurait peut-être pas les mêmes possibilités que quelqu'un qui a une famille. Donc, finalement, ça revient, que ce soit option ou que ce soit du trading normal comme les gens pratiquent, finalement, au plus c'est court-termiste, au plus ça va être difficile, au plus tu vas être sur du long terme, au plus ça va être un peu plus facile, entre guillemets, quoi. En tout cas, à long terme et sans levier, tu es connecté à l'économie réelle. Ouais. À partir du moment où tu rentres dans la logique de produits dérivés et d'effets de levier, tu te déconnectes de l'économie réelle. Et ce qui se passe pour la majorité des particuliers, c'est que beaucoup partent dans une logique gambling. Et ça, c'est peu importe le sous-jacent, là on parle de finance de marché, mais à partir du moment où on part dans une logique gambling, ça finit quasiment toujours mal. Bien sûr. Donc, il n'y a pas de gestion de... Il y a de la gestion de risque un petit peu, mais il n'y a pas de la gestion de levier. C'est vrai que quand tu fais de l'investissement long terme, en général, tu n'as pas de levier. Et même, tu vas limiter la taille de ta position par rapport à ton capital. Alors que quand tu fais du scalping, tu prends beaucoup de levier. Donc, il y a toute cette partie aussi qui doit être gérée, quoi. Oui. Tu nous disais que tu t'es dirigé avec le temps, finalement, plus sur du passif, quoi. Enfin, en tout cas, sur de l'investissement. C'est ce qui te caractérise mieux après avoir tout essayé. Enfin, c'est ce qui te convient, en tout cas, actuellement, quoi, on va dire. C'est ce que je fais actuellement, mais
je me ferme pas de porte pour l'avenir. Ouais, là, c'est cette phase, j'essaie plus de développer l'entreprise Vidéo Bourse depuis 2-3 ans. Parce qu'avant, j'avais pas de bureau, donc là, j'ai pris des bureaux et j'essaie plus de développer, ce qui est pas facile, vraiment, le développement de l'entreprise. Donc, j'y consacre du temps et de l'énergie. C'est très intéressant. C'est vraiment salué par la critique au sens large. Je pense que tous ceux qui participent, en tant qu'intervenants, en tant que participants, même ceux qui consomment le contenu de Vidéo Bourse, reçoit beaucoup de témoignages et de reconnaissance, donc ça me fait très plaisir. Après, sur le business model, il n'est pas évident. Donc, pour l'instant, je me concentre là-dessus. Et pour avoir l'esprit clair, et on ne peut pas faire du trading. Enfin, le trading, c'est très prenant. Ça prend beaucoup d'énergie. Beaucoup de temps aussi. Et beaucoup de temps. Donc là, je suis pas dans cette phase. Je parlais de tes investissements. Du coup, tu investis actuellement. Oui. Tu es plus dans la phase investisseur, à côté de ton business. Et en fait, en termes d'investissement, tu es positionné, entre guillemets, plus sur des big caps, small caps. Tu vas créer un portefeuille diversifié. Comment, si tu peux nous en dire plus à ce sujet? Là, tout de suite, j'ai plus que 2 investissements sur des actions françaises. C'est sur BNP et Française des Jeux. Alors, c'est ultra basique et je ne fais rien d'autre actuellement. D'accord. Donc, ça me prend 0 temps. Par contre, pendant 2 ans, ce que j'avais mis en place, c'était un peu plus dynamique et sympa, même si ça prenait pas énormément de temps. C'était achat de dollars pour bénéficier du taux sans risque qui était vraiment élevé aux États-Unis, qui a un peu baissé, mais qui reste intéressant. Là, on doit être à 4,5%. Mais à l'époque, on était à plus de 5%. Donc, juste en mettant ton argent en dollars. Et après, je vendais des puts sur l'eurodoll, mais à échéance plusieurs mois, ce qui permettait en plus d'encaisser des primes. Et ça m'aurait éventuellement amené à faire une gestion dynamique si besoin, mais j'en ai même pas eu besoin parce qu'il n'y a pas eu une volatilité énorme pendant le temps où j'ai monté ça. Et donc, ça faisait à peu près du 7% à l'année avec une prise de risque extrêmement faible. Très faible. Donc, en fait, c'est déjà très bien, 7% à l'année. Ça, j'ai arrêté de le faire avec un peu les taux qui ont rebaissé. Puis là, il y a Trump, donc l'échange pourrait être beaucoup plus volatile. C'est déjà le cas, mais finalement... voilà. Ça vaut le coup de faire des options peut-être avec Trump? Oui. Bah là, si tu aimes faire des options, après, ça dépend en fonction de ton profil et ce que tu veux faire sur les options. Mais la volatilité implicite, on est à combien sur le VIX? Je crois qu'on est à 21 là. Ouais. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comme on dit, on est à 21. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle reste assez élevée. On a du mal à descendre. Pendant 4 ans, elle va rester quand même un peu tendue. Bah là, il y a beaucoup de problématiques. Ouais. Et ça fait des produits chers, quoi. Ben, ça fait des produits chers. Après, ce qui est bien sur les marchés centralisés, futurs et options, c'est qu'au moins, il n'y a pas de... C'est un vrai marché, quoi. Tu as la remise en relation entre l'offre et la demande et tu peux acheter comme vendre l'option. Et ça, c'est un peu le bémol des produits de bourse où tu... Bon, après, je crois qu'ils se sont améliorés, les produits de bourse des émetteurs ces derniers temps. D'ailleurs, je veux pas bien en parler de ce qui est turbo et Varan parce que j'en ai jamais traité. Moi, on m'a toujours dit que les vrais produits... dérivés, de toute façon, c'est futur et options, et c'est ce qu'indique. Donc, j'ai jamais vraiment pris le temps. Alors, j'ai un tout petit peu tradé des turbos aussi, d'ailleurs, à un moment donné. Voilà, les vrais produits dérivés, de toute façon, c'est futur et options. Tu es sûr d'avoir une mise en relation entre l'offre et la demande. Un exchange, j'ai des champs de compensation. Tout est réglo, carré. Moi, principalement, je faisais ce trading actif via Interactive Brokers et Pro Real-Time. Pro Real-Time Trading via Interactive Brokers. Très satisfait. Interactive Brokers, c'est vraiment un mastodonte maintenant. Et puis, Pro Real-Time, ça fait 25 ans que ça doit exister. Arnaud, qu'on salue, je connais depuis 25 ans, a développé un outil magnifique. Hein. Tout à fait. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'outils, même celui que tout le monde utilise qui s'appelle TradingView. Je ne suis pas sûr qu'ils arrivent au niveau de PRT, quoi. Donc, c'est pas forcément les mêmes. Sur la partie plateforme graphique, on a quand même quelque chose d'assez magnifique chez PRT. Ouais. Mais non, c'est bien, il a fait plein de choses. Et c'est vrai que c'est intelligent de mettre les deux en même temps. De pouvoir passer ses ordres depuis ces plateformes. Ouais. Et avant, on était un peu coincé par les courtiers. Le courtier te donnait sa plateforme. Et là maintenant, c'est vrai qu'on commence à avoir de plus en plus de plateformes qui proposent de plus en plus de courtiers. On a une offre assez diversifiée. Mais... J'ai une question, parce que du coup, Vidéo Bourse, ça existe depuis 2007 et moi-même, j'étais un consommateur de Vidéo Bourse. Je regarde des vidéos et j'ai vu qu'il y a énormément de participants qui sont venus dans Vidéo Bourse et de très grande qualité. Il y a des gens qui travaillent en salle des marchés. Enfin, ça fait énormément d'interviews. John Bollinger, non? Oui, tout à fait. Par contre, ça n'a pas été diffusé sur Vidéo Bourse, mais c'est moi qui l'ai fait pour IG. De John Bollinger. Ouais. D'accord. C'est fou, ça. Ouais. Et ma question, c'était que finalement, avec tous les gens que tu as rencontrés, est-ce qu'il y avait
un outil, enfin, je sais pas, par exemple, ou une façon de faire qui t'a vraiment marqué, quelque chose que tu t'es dit, waouh, c'est dingue, j'avais jamais vu ça, quoi. Ben là, ça fait un moment que ça me le fait moins parce que au bout d'un moment, je connais. Mais voilà, quand j'ai découvert les options justement en 2017-2018, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, pendant 10 ans, parce qu'on m'en a parlé assez tôt, mais vu qu'il y a un petit peu de travail, une gymnastique intellectuelle pour anticiper le pricing d'options, c'est pas aussi évident qu'un produit purement linéaire. Le payoff, il est convexe. Et donc, du coup, voilà, il y a plusieurs composantes, plusieurs grecs qui impactent le prix de l'option. Mais en vérité, avec quelques semaines de travail assidu, de lecture, d'exercice, on anticipe bien ce qui va se passer sur le prix de l'option. On a bien après le payoff potentiel, le profit subvenir de la stratégie qu'on met en place. Et c'est indispensable pour moi, tout trader, en tout cas, trader, c'est un peu large comme mot, mais toute personne qui veut s'intéresser sérieusement à la finance de marché et monter des stratégies et tout, doit absolument d'abord commencer par apprendre le fonctionnement des produits dérivés. Ça ouvre des perspectives. C'est vraiment les produits dérivés qui mènent les marchés. Si tu donnais une hiérarchie, est-ce que c'est... Parce qu'un produit dérivé, c'est produit dérivé de quelque chose, donc d'un sous-jacent. Donc est-ce que le S&P 500, l'indice S&P 500 va aller dans un sens et du coup les options vont le suivre, ou est-ce que tu as la sensation que les engagements financiers sur les options sont suffisamment importants pour diriger cet indice? Ça dépend des moments. À certains moments, on a eu des trucs très bizarres où les dérivés ont mené la danse. Par contre, sur le temps long, c'est l'économie réelle qui drive le marché. D'ailleurs, il y a une expression connue, et je ne veux pas dire de bêtises, de son auteur, vous pouvez la chercher, c'est « les marchés sont une urne à court terme et une balance à long terme ». Et en fait, Warren Buffett. C'est possible que ce soit Warren Buffett, mais je ne sais pas si c'est pas Ben Graham, son mentor, mais en tout cas... oui, c'est vrai. C'est sans doute... Et donc, à court terme, il peut se passer des trucs un peu bizarres. Moi, je me rappelle, avant le Covid, donc en février, avant que l'ensemble du monde soit un peu confiné et tout, le marché a tenu jusqu'à l'échéance des produits dérivés. Et à partir du moment où il y a eu l'échéance des produits dérivés, là, comme s'il y avait une prise de conscience mondiale. Et en fait, c'est vrai que les enjeux sur les produits dérivés sont très conséquents, notamment du côté des banques, etc. Donc, est-ce qu'on a essayé de bloquer un peu l'info quelques jours? Et au moment possible. Où tout le monde est sorti, clean, là, on peut... On a les compensations et tout qui sont faites, bah, le marché donne vraiment ce qu'il a à donner. C'est des choses que j'ai constatées qui sont intrigantes, mais à court terme. Par contre, sur le temps long, il n'y a pas à dire. En fait, il faut une bonne entreprise et un ensemble de bonnes entreprises, donc une économie forte pour construire une belle action et un beau parcours en bourse, pour construire un bel indice boursier, etc. Donc voilà, c'est ça. À court terme, on peut avoir des produits dérivés qui amènent des trucs bizarres, des comportements bizarres sur les actifs financiers, sur les sous-jacents eux-mêmes, et sur le temps plus long, non. Ce serait ça ma réponse. Et d'ailleurs, c'est aussi une bonne logique de stratégie, ça, que j'avais monté pendant un temps par rapport aux options. À court terme, on peut avoir des excès sur le marché qui sont difficiles qui sont un peu exubérants, un peu excessifs. Encore récemment, là, quand on avait le Liberation Day de Donald Trump, on avait vraiment une panique quelques jours. Et puis sur le temps plus long, c'est beaucoup plus rationnel, raisonnable, et on revient vers ce que vaut vraiment chaque actif, le poids de chaque actif. Et du coup, ça peut être intéressant à exploiter, par exemple, par rapport aux options. Pour ceux qui aiment le trading dynamique, à court terme, tu as une vol qui explose. Si tu es plutôt acheteur d'options à court terme, tu vas profiter de ça. À plus long terme, si tu es plutôt vendeur d'options, après, pas le faire n'importe quand, il faut bien le faire, mais en gros, vendeur de volatilité. Donc voilà, acheteur à court terme, si tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer, et plutôt vendeur à long terme pour jouer un retour à la moyenne. Ça, c'est des bases de réflexion qui peuvent amener des stratégies cohérentes à mettre en place. Voilà. Ouais, intéressant. Alors, en combien de temps tu penses qu'on peut être bien formé sur les options ? Parce que c'est un marché dont on parle beaucoup. Nous, on fait des futurs, qui est un marché un peu différent, mais c'est vrai que j'ai pas mal d'élèves et puis de gens et puis Macram, dont on a parlé notamment, qui cherchent des parallèles entre les deux, parce qu'il y a des niveaux d'options qui correspondent à des mouvements de futurs, mais les options, ça n'est pas que du directionnel, c'est surtout de la volatilité. Donc, il y a ce que tu disais, tous les Grecs à connaître et le fonctionnement, mais une personne qui ferait une formation option et qui commencerait à pratiquer, déjà, ça va lui donner des informations en plus, mais toi, en combien de temps tu as pu maîtriser, t'estimes que tu as maîtrisé ça ?
je vois de ce dont tu parles, il y en a pas mal qui s'y intéressent en ce moment sur les niveaux d'open interest, des options et des futurs, et croiser les deux pour voir les gros niveaux de support et de résistance. Est-ce que c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait. Et essayer d'anticiper le comportement des market makers à partir des grosses zones. Je suis pas spécialiste de ça, je sais un peu comment ça fonctionne, mais l'idée c'est que, en gros, le market maker, maintenant qu'il y a eu un gros développement des options à échéance fin de journée, et Philippe Lermy en parlait lors de la dernière session qu'on a organisée avec lui sur les options, c'était assez intéressant. Le market maker, lui, doit gérer son risque. Son but, c'est juste de faire le marché et de gérer son exposition. Mais du coup, il est forcé à faire certaines choses s'il se passe des mouvements excessifs sur la journée. Il doit se couvrir et en fait amplifier ou contrer le mouvement. Donc, réfléchir à ce genre de choses, l'étudier, je pense que c'est bien. C'est bien à faire pour ceux qui font du trading intraday. Et à plus long terme, c'est possible aussi. Il faut regarder quoi qu'il arrive les gros niveaux d'options, mais en fait, à court terme, il y a cette folie du marché et finalement, sur le temps long, on l'a beaucoup moins. Et pour répondre à ta question, combien de temps il faut pour se former aux options, ça va dépendre des habitudes de travail de chacun. Je veux dire, quelqu'un qui est vraiment qui a l'habitude d'apprendre, qui a déjà une formation, un bagage, qui connaît la finance de marché, qui connaît les maths, etc. S'il se met à fond, théoriquement, quelques semaines sur des bouquins, moi j'ai le Hull par exemple, et en plus il y a un livre d'exercices. Moi j'ai mis plusieurs mois à le lire, c'est un livre de 800 pages, et en même temps j'ai le livre d'exercices à côté, donc je fais les exercices. Je suis pas un excellent, je veux dire en maths j'ai pas un niveau de fou, donc du coup il a fallu que je reprenne certaines bases pour bien comprendre le pricing, donc ça m'a pris plusieurs mois. Voilà, ça dépend d'où on part. Donc, je dirais de quelques semaines à plusieurs mois avec un travail intensif. Ça permet vraiment après de bien comprendre tout ce qui peut se passer sur option, les logiques sous-jacentes. Qu'est-ce qui se passe aussi si je garde mon option jusqu'au bout? Il y a plusieurs types d'options, options européennes, américaines. Donc, toutes ces subtilités, en fait, pour les comprendre, il faut se projeter, essayer, et donc essayer dans un premier temps avec un compte démo pour avoir plusieurs scénarios qui peuvent se passer, bien se les représenter, parce qu'après la formation théorique c'est une chose, mais il faut vivre les choses sur les options. Voilà, donc quelques semaines à quelques mois, et sinon si on y va mollo, je dirais quand même quelques années si on veut une formation tranquille. Et une question pour les options, en fait, il faudrait un capital de combien pour commencer selon toi? Alors, ça dépend ce qu'on fait. Si on fait de l'achat d'options, il n'y a pas besoin de beaucoup. Moi, en tout cas, je vais te donner des chiffres pour être concret. En gros, à partir de quelques milliers d'euros, on peut. Il y a des options sur des single stocks ou des options sur les micro-contrats. Donc, pour commencer, d'ailleurs, c'est ce que je recommande. Une fois qu'on a fait le travail théorique, après la démo, on passe en réel avec des tout petits montants. Alors, on peut commencer aussi carrément par des options OTC, où là, il y a encore moins de capital requis, mais les conditions sont moins intéressantes. C'est de l'OTC, donc tu as des spreads plus larges, etc. Pourquoi pas, si au début on veut y mettre que quelques centaines d'euros pour vraiment tester le truc, après passer à quelques milliers sur les contrats micro par exemple, et après à partir de quelques dizaines de milliers d'euros. Après, il n'y a pas de limite, c'est plus est-ce que je vais continuer ensuite à l'appliquer, à augmenter le capital, voilà. Et selon toi, avec du coup l'expérience que tu as et les gens que tu as rencontrés, tu penses que sur les options, on pourrait de manière cohérente, aller chercher un pourcentage de combien de rentabilité? Enfin, je veux dire, évidemment, c'est difficile à dire comme ça, mais une moyenne qui te semble cohérent, tu vois, sur une année, de se dire, tiens, je pourrais aller chercher telle rentabilité? Il y en a qui font... en fait, ça va dépendre des stratégies, de tes compétences, de beaucoup de choses, mais... La volatilité du marché aussi. Ouais. Oui, parce que s'il n'est pas très volatile, ça va être plus compliqué. Ouais. S'il y a des beaux mouvements et que tu es bien positionné, tu peux faire des choses... En fait, ça dépend déjà de la personne ou de l'institution. Je veux dire, une société de gestion va avoir des obligations. Un particulier, il n'a pas de limite. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de limite, pour un particulier. Et pour un particulier, il peut tout faire. Et c'est un peu la folie des options avec ce payoff qui n'est pas linéaire. Donc, quelqu'un qui ne fait qu'acheter des options, et aux États-Unis, il y en a eu beaucoup, parce que c'est beaucoup d'argent popularisé. Il y a eu des scandales avec Robinhood, et aussi au moment de l'affaire GameStop. Et des mêmes stocks, c'était beaucoup à base d'options. Ah ouais. C'est ça qui a fait sauter... En fait, tu peux rentrer dans des trucs vraiment délirants. Et là, pour le coup, on était totalement dedans.
quand tout un forum très populaire, C'était Reddit. Wall Street Bet, Reddit. Ouais. Wall Street Bet, se dit on va acheter des options et que d'un seul coup les options rentrent à la monnaie alors qu'ils les avaient achetées, ça ne coûtait presque rien parce qu'elles étaient largement en dehors de la monnaie. D'un seul coup, un peu comme les logiques de stock option dans les boîtes, tu paries sur un potentiel avenir. Potentiellement, ton option à la base, à la fin, elle ne vaudra plus rien à l'échéance. Par contre, à partir du moment où l'action commence à passer au-dessus de ton strike, que tu as un levier qui est énorme, bah, tu rentres dans quelque chose de vraiment phénoménal. Et il y a régulièrement des affaires. Romain en parlait ce matin encore, et je ne veux pas mal le citer, donc je vous invite, ça va faire de la pub, à regarder la vidéo de Vidéo Bourse qu'on va sortir prochainement. Bien sûr, ouais. Il y a beaucoup de bon contenu. Ouais. Et moi, c'est ce que je disais dans la première interview, par exemple, au moment où je montais des stratégies sur options à échéance court terme, moi, j'ai déjà fait x12 sur un investissement sur une seule journée. Parce que j'avais acheté des options en dehors de la monnaie, avant un discours de banquier central. Du coup, l'option, j'avais payé vraiment pas cher. Le discours tombe, le marché rentre, et à ce moment-là, je me retrouve avec un levier qui est énorme. Mais ça, il faut bien le gérer, par contre. C'est pour ça qu'il faut quand même pas prendre les choses à la légère, parce que après, il faut avoir le capital en face. Si tu es assigné, il y a une certaine cohérence à aller chercher, et puis il faut faire attention aussi au niveau de la liquidité. Donc, il y a des subtilités, il y a des choses à savoir. Je peux que donner quelques pistes. Après, à chacun de travailler, à bien comprendre le marché, à pas y aller trop vite. Parce que moi, tu vois, au final, j'ai arrêté de trader les options à échéance trop courte parce que trop de variations, en fait. Ouais. Et au bout d'un moment, je me sentais pas bien en tant que particulier, pas à l'aise, en fait. Donc, moi, c'est mon expérience perso, c'est ça que je peux dire. C'est hyper intéressant, hyper stimulant intellectuellement. Il y a du super contenu, des belles personnes qu'on va rencontrer parce que forcément, ça va être des gens, au bout d'un moment, quand on va monter certaines stratégies qui ont une certaine façon de voir les choses. Donc, j'encourage à s'intéresser aux options, à les travailler tout doucement, surtout à pas se précipiter. Là, tout se passe bien. Une session que je veux citer et un intervenant très intéressant de la structure, c'est Mathieu Burbeau. On a fait une session sur les backtests. Mathieu, il a géré jusqu'à 12 millions d'euros. Et lui, c'était à la base un pur particulier qui était à Lyon, qui ensuite, au fil de sa carrière, est allé à Londres pour gérer plus d'argent, avec une part gérée pour des particuliers et une part pour des institutionnels, parce qu'à la fin, il avait un code ISIN. Et c'est intéressant parce que c'est une expérience très concrète. Quelqu'un qui a géré, et quand je dis 12 millions, c'est vraiment 12 millions parce qu'aujourd'hui, notamment avec les propres firmes, il y a tout un marketing autour des sommes. Mais là, je parle vraiment de... vrai en tout cas, là, c'était vraiment... et donc, c'était très intéressant son retour d'expérience. Sur de l'algo, non? C'est ça. Lui, il fait de l'algo et du coup, il va très loin dans les backtests. Et il parlait de Build Alpha, qui est un logiciel de backtest très puissant et qui permet en fait de tordre tes backtests dans tous les sens. Donc faire des walk-forward backtests, des simulations de Monte Carlo. Et au bout d'un moment, quand tu multiplies les occurrences, tu vas vraiment savoir avec une certaine certitude, ce qui va se passer sur ta stratégie vraisemblablement. Et surtout, si tu commences à avoir plusieurs stratégies que tu mixes. Ce matin, j'ai écouté, avant de venir ici pour bien l'avoir en tête, les derniers épisodes que vous avez postés avec Raphaël Leblond et Thomas Veillé. Oui. Et Raphaël parlait du fait justement de lisser sa courbe de performance. C'est aussi un des grands principes de base de la finance de marché. Et c'est le cas aussi. Et d'ailleurs, moi, c'est vrai qu'avec Vidéo Bourse, j'ai eu l'occasion de rencontrer, parfois d'interviewer des personnes qui sont en ce moment en salle de marché. Et c'est intéressant de voir leur rigueur et la manière dont la banque ne perd jamais. C'est beaucoup basé là-dessus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu simules assez de fois ce qui va probablement se passer sur ton actif et qu'en plus tu diversifies, tu prends plus de risques. En fait, tu sais ce qui va se passer. Le seul moment où les choses peuvent théoriquement vraiment partir en vrille, c'est quand il y a des risques de contrepartie. Donc, quand on rentre dans les crises systémiques, en 2008 par exemple, là, les choses s'emballent très vite. Mais sinon, on peut bâtir des modèles. Faut pas s'attendre à des rendements incroyables, Faut pas s'attendre à des rendements incroyables. Tout à l'heure, tu demandais quel type de rendement on peut s'attendre. Si tu es une tête brûlée en tant que particulier et que tu es prêt à prendre du risque, tu peux faire des trucs de fou. Et il y a des gens avec GameStop qui ont gagné des fortunes. Oui, mais enfin, c'est toujours, c'est comme le loto. On va montrer le gars qui a gagné des millions, mais on oublie tous ceux qui ont participé, qui n'ont jamais rien gagné, quoi. Et donc, quand tu fais des choses rationnelles, tu normalises tes rendements. Donc, il ne faut pas s'attendre à des trucs de fou. Donc, moi, les gens que je vois, juste pour te répondre bien, et après, c'est des gens qui font bien les choses sur option,
en intégrant les options, parce qu'en fait, c'est pas un trading en soi, les options, mais qui intègrent pas mal d'options à leurs investissements, faire des performances de l'ordre de 15% à l'année, on va dire jusqu'à 30%, de manière récurrente sur une période significative de l'ordre de 5 ans, 10 ans. C'est des choses que j'ai vues, donc qui sont possibles. C'est très, très puissant. Très bien sûr. Après, bien sûr, il faut quand même du capital. Et de toute façon, je crois que le rêve d'investir quelques milliers d'euros et de le faire fructifier en quelques années en plusieurs millions, reste souvent un rêve, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. C'est plutôt ce type de rendement qu'on peut aller chercher. Sauf avec les intérêts composés. Oui. C'est ce que tu parlais au début. Oui. Parce que si tu investis... de toute façon, tu peux faire le calcul. Là, tu mets... il faut pouvoir les mettre. Je sais pas, par exemple, 500 euros par mois. Oui. Mais sur 30 ans. Et que tu t'y tiens de manière disciplinée. C'est juste incroyable ce que ça représente 30 ans plus tard. Tu as tout à fait raison. C'est juste incroyable. Mais par contre, il faut le faire. Il faut le faire de manière disciplinée. Il ne faut pas commencer à se dire... Alors, quand je dis 500 euros par mois, après, ça dépend sur quoi vous les mettez. Mais par exemple, tu les mets sur le Dow Jones ou sur le S&P en juste un ETF en étant hyper passif de ouf. Tu fais backtest, c'est 9% par an lycée sur 30 ans. Tu les as. Tout à fait. Tu les as. Là, c'est la grande mode du DCA sur ETF depuis 2020 surtout, et ça a été très bien popularisé et vulgarisé. Il y a énormément d'influenceurs, de créateurs de contenu plutôt, c'est le bon terme, qui font un très bon boulot. Il y a même des courtiers type Trade Republic qui sont bâtis là-dessus. Et les encours ont largement monté. Il y a un rapport de l'AMF, je ne vais pas mal le citer, mais je vous invite à le voir sur l'investissement des particuliers sur les ETF, et vraiment, c'est le boom des dernières années au très grand public. Donc, ils ont su parler au très grand public. Ça, c'est développé depuis beaucoup plus longtemps aux États-Unis parce qu'ils sont en retraite par capitalisation. Donc, cette logique, en fait, t'es un peu obligé. Nous, ça, j'ai bien aimé la logique de Benoît Rousseau qui est parti à Andorre, lui, qui est qui est pas anti, mais qui est plutôt capitaliste, quoi, pro-capitaliste, et donc plutôt critique vis-à-vis du système. Chacun en pense ce qu'il veut, hein, je ne suis pas là pour aller au bout, mais en gros, il dit en France, l'éducation financière est plutôt faible parce que papa, entre guillemets, l'État, est là, en fait, et s'occupe de vos retraites, etc. À partir du moment où tu n'as pas à prendre en main les choses, que tout... Alors, du coup, on le paye, bien sûr, hein, tous ceux qui sont salariés, on sait à quel point la différence entre le brut et le net est édifiante. À la fin, par contre, tu n'as pas à te soucier de cette retraite et tout. Mais en fait, c'est un mal pour un bien parce que si on regarde en termes de pure performance, retraite par répartition ou retraite par capitalisation, sur le temps long, il n'y a pas photo, mais il faut bien le faire. Et une manière de bien le faire, tu le cites, c'est le DCA sur ETF. Et de plus en plus s'y mettent, c'est très bien. La seule chose, c'est que vu qu'en France, ça a été popularisé que depuis 4 ans, et qu'on a eu des marchés qui ont performé de fou, après, on va se prendre un moins 30%, et on va voir si tout le monde continue à appliquer strictement, parce que le truc, c'est il faut le faire très long terme. Le problème qu'il y a, enfin, c'est pas un problème, mais c'est que les gens doivent être au courant, c'est vraiment sur le très long terme. Parce que si tu investis tes 500 euros par mois, par exemple, mais qu'au bout de 5 ans, tu dis, tiens, je vais retirer ma thune, tu peux peut-être avoir perdu de l'argent. Parce qu'entre-temps, tu peux avoir un marché baissier. Donc, c'est vraiment partir sur du très long terme, quoi. Et c'est vrai que sur le très long terme, le temps, il bat toutes les performances. C'est-à-dire, si tu es parti vraiment en mode, je ferme mon portefeuille et de manière assidue, je me mets, 100, 500, 1000, enfin, ce que tu peux mettre, tu vois, mais tu le mets de manière disciplinée tous les mois. Sur le temps, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Hein. Tu prends le Dow Jones, tu vas sur TradingView, je crois que tu l'as sur en 1880-90, je crois, un peu, vraiment l'historique. Hein. Et tu regardes le Dow Jones, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que le Dow Jones, en 1880-90, il valait 4 balles ou un truc comme ça. Aujourd'hui, on a 44 000, j'en sais rien. Et même pendant le Covid, le Dow Jones est tombé à 14 000, je crois. Je vais pas dire de conneries, je crois, pendant quand il y a eu le Covid, tu vois. Donc, pour dire qu'il y a vraiment, sur le temps, sur le long terme, tu ne peux, entre guillemets, qu'être gagnant dans la logique où les indices, c'est ni plus ni moins, finalement, ça regroupe l'économie dans laquelle nous vivons et que finalement, on est un petit peu obligé d'avoir des entreprises qui performent dans un indice parce que sinon, elles dégagent de l'indice, elles sont remplacées par d'autres entreprises qui performent. Donc, si tu investis sur l'indice, tu limites ton risque. Tu limites ton risque au maximum, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que sur le très long terme. Sur le court terme, c'est que les gens s'y mettent maintenant. Ouais. Jamais trop tard, mais ça se démocratise beaucoup et c'est bien d'en parler partout, ça. Ouais. Alors bien sûr, après, il faut le retrancher de l'inflation, parce que l'inflation aussi, elle est forte sur le temps long. Donc, il y a ça. Et je voudrais ajouter une chose, c'est, en fait, comme tu l'as dit, c'est sur le temps long.
Et un individu, un particulier, forcément, c'est un humain, donc il change au fil du temps. Il y a des tas de problématiques qui lui arrivent. Et en France, le plus gros placement, c'est l'assurance vie. Et finalement, c'est ce qui est fait en assurance vie depuis très longtemps. Tu as une part plus ou moins importante en fonds euros, en obligataire, quoi, et une part qui est exposée sur les marchés actions au sens large. Et l'utilisateur, enfin le souscripteur, s'en rend pas forcément compte qu'il y a ce genre de stratégie derrière, mais c'est dans les faits ce qui est mis en place. Et tu as cet effet cliquet qui fait que tous les ans, quoi qu'il arrive, t'es gagnant. Mais c'est pas pour ça que... en fait, je veux dire tout ça, vu que ça va être sur du très long terme, les gens qui commencent à faire du DCA sur ETF aujourd'hui, il faut bien qu'ils se projettent sur le temps long, parce que s'ils commencent à le faire chez un acteur qui peut-être est bon aujourd'hui, mais qui dans 10 ans est moins intéressant, il faut qu'il soit quand même compétent pour être capable de se dire voilà la méthode que j'ai mis en place, et peut-être qu'aujourd'hui il est temps que je l'applique, peut-être toujours, mais chez quelqu'un d'autre, parce que les marchés sont très dynamiques et les plus grandes banques ou les plus grands acteurs d'aujourd'hui sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans, même s'il y a des grands noms qui restent, ou les produits les plus intéressants. Et souvent, par exemple, ce qui se passe sur l'assurance vie, c'est qu'il y a des gens qui ont des contrats qui sont pas intéressants, qui ont beaucoup trop de frais, mais vu qu'ils n'ont pas la compétence ou l'éducation financière ou la volonté de changer, ils restent. Et sur le temps long, en fait, ça, c'est un autre problème qui va se poser, qui va être intéressant, une problématique en tout cas. Et je veux juste dire que cette mode du DCA sur ETF ne doit pas être une excuse pour se dire, en fait, je fais ça. Pourquoi chercher à faire autre chose ? Tu l'as dit, alors il y a une expression américaine qui dit « time in market beat market timing ». Le temps dans le marché bat le fait de vouloir timer le marché. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se dire « c'est bon, c'est juste ça qu'il faut faire et j'ai pas besoin de m'intéresser au reste ». Il faut toujours être, à mon avis, il faut comprendre ce qui se passe, comprendre le business model des acteurs aussi. Après je dirais, ça dépend ta philosophie, ton temps et ta passion, parce que quelqu'un qui, par exemple, se dirait « Écoute, moi, j'ai pas le temps de la finance, ça m'intéresse pas plus que ça. » Imagine, tu prends quelqu'un qui a une entreprise ou même un salaire, et peu importe, mais c'est pas sa passion, il a pas le temps, il a pas envie, et il a le choix de mettre son argent à la banque ou finalement rien. Parce que finalement, la plupart des gens, soit ils le mettent à la banque avec une assurance vie, un PEL ou ce que tu veux. Mais finalement, tu prends de manière disciplinée tes 300 € par mois, tu les mets sur un ETF et tu peux dormir, quoi. Je veux dire, t'es en mode... sur le long terme, ça fait le taf. Sur le très, très, très long terme, tu vois. Après, effectivement, si tu veux équilibrer un portefeuille, aller chercher des performances un peu plus intéressantes, comprendre les acteurs économiques, oui, je pense que là, effectivement, c'est très, très important. Mais là, tu rentres plus dans du passif, tu es sur du semi-passif, voire actif. Parce que tu rentres dans la compréhension des marchés, à te dire, voilà, je vais chercher un portefeuille qui soit équilibré, un peu comme le portefeuille de Ray Dalio, par exemple, tu vois, ou peut-être l'améliorer, partir sur ce principe de portefeuille et peut-être même le modifier, tu vois, en fonction de ton profil d'investisseur, etc. Mais je parlais en tout cas, moi, plutôt pour quelqu'un qui était vraiment en mode « j'y comprends rien », c'est soit je mets mon argent à la banque et finalement il est perdu parce que l'inflation te le bouffe, ou je l'investis. Et tu peux le mettre, c'est là où je disais, ETF, t'es en mode tranquille quelque part. Tu peux même le faire en faisant du trading à côté. Ce qu'on disait un peu au début, c'est d'avoir un peu de tout, quoi. Diversifier, c'est important aussi. Mais un patrimoine. Bien sûr. Super. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, ça sera le mot de la fin. Merci pour être venu, Fabien. On rappelle que dans la description de la vidéo, on va mettre un lien vers la structure. Et tout ce qui va avec, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui viennent. Comme tout lancement de produit, ça prend un petit peu de temps pour être mis en place, mais il y a déjà beaucoup d'histoires là-dessus. Et il y en aura de plus en plus. Et voilà, ça, je pense que c'est très intéressant pour tout le monde de voir des produits différents, des acteurs différents. Et ça, c'est grâce à toi. Donc, je te félicite et je te remercie pour apporter ça. Voilà, merci à toi. Ouais, merci, et allez voir sa chaîne parce que franchement vous apprendrez beaucoup de choses. Le vidéo bourse, franchement, c'est très intéressant. C'est une bibliothèque de vraies choses et pas de traders de Dubaï, quoi. On a aussi des traders de Dubaï, mais certains ils sont là depuis longtemps. Oui, voilà, mais c'est plus des traders professionnels. Quand je dis traders de Dubaï, c'est qu'il y a eu aussi une grande émulsion. Oui, non, c'était chaud. Tu veux nous créer des problèmes, toi. Merci pour le temps. Désolé pour tous les intervenants et sujets dont je n'ai pas parlé et qui étaient très intéressants dans le cadre de la structure, mais le temps est limité. Merci pour le temps de parole que vous m'avez confié. Eh bien oui, venez sur Vidéo Bourse. Ouais. Et... on reviendra, et puis je pense qu'on te réinvitera parce que dans 2 ans, c'est les 20 ans. Les 20 ans de Vidéo Bourse. C'est vrai, tout à fait. Incroyable. On va devoir en parler aussi de ça.
Mais voilà, on a tous regardé Vidéo Bourse, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment sympathiques. Donc n'hésitez pas à diversifier tout ça et à regarder tout ça. Merci à tous. Merci. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode des Insiders. Merci. Merci à tous.